Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Osez entreprendre. Je vais commencer à vous raconter la belle histoire d'Yves Rocher et notre grand témoin Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France. Il est là pour nous dresser le constat de la situation et nous indiquer quelles pistes pour sortir d'une situation qui est celle de la reprise d'entreprise et de la transmission. C'est un vrai sujet actuellement. Et on terminera par notre dernière chronique, transparence en entreprise. Est-ce une si bonne idée que cela ? Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Je vais vous emmener en Bretagne. On va découvrir une marque, c'est celle d'Yves Rocher, une vraie success story française. Tout débute dans un petit village de la Gacilly. Un jeune garçon, Yves Rocher, perd son père très tôt et trouve du réconfort dans les bois. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est dans les bois que la vie d'Yves Rocher commence. En observant la nature, il comprend son pouvoir sur le bien-être. À 14 ans, dans le grenier familial, il fabrique sa toute première crème à base de ficère, qui est une plante vivace. Sans le savoir, il vient d'inventer la cosmétique végétale. En 1959, Yves Rocher crée sa propre entreprise, toujours depuis sa maison bretonne. Il choisit la vente par correspondance, un modèle sans intermédiaire pour rendre ses soins accessibles au plus grand nombre. Résultat, un vrai carton en France et la naissance d'une marque engagée pour la nature, bien avant que ce soit tendance. La marque n'a jamais cessé d'innover. Elle a arrêté les tests sur animaux dès 1989, planté plus de 100 millions d'arbres à travers le monde. Les produits sont distribués à travers 2000 magasins dans 90 pays et reste fidèle aux terres bretonnes avec son siège social et les champs de plantes bio. Des laboratoires et des usines toujours basées en Bretagne. Une marque pionnière née d'un amour sincère pour la nature et qui continue de grandir sans jamais oublier ses racines. Elle est aujourd'hui dirigée par Brice Rocher, petit-fils du fondateur. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et nous sommes avec Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France, pour parler du sujet épineux des transmissions d'entreprise. Bonjour Dominique Restineau. Bonjour Thomas Binet. Dominique Restineau, on va parler de ce sujet important comme je viens de l'évoquer, mais juste avant, c'est quoi la Chambre de commerce et d'industrie? Parce que tout le monde connaît le CCIP ou CCI pour le national, mais les gens ne savent pas forcément ce qui se cache derrière. Merci pour votre question. C'est un établissement public qui accompagne les porteurs de projets, les entreprises, de la création, du développement à la transmission, reprise des entreprises en France et à l'international, puisque nous sommes membres cofondateurs avec Business France et BPI France de ce qu'on appelle la Team France Export, c'est-à-dire le bras armé de la France pour l'international. Depuis quelques années, bien sûr, nous sommes missionnés par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans les transitions digitales, environnementales et sociétales. Et puis, puisque c'est la CCI de Paris-Île-de-France, c'est l'ensemble de l'Île-de-France, c'est le hub européen, puisque c'est 30% du PIB français, c'est 25% des emplois qui se trouvent en Île-de-France, et bien évidemment, ça rayonne, mais nous avons deux bras armés à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, un pôle éducation avec 72 000 personnes que nous formons chaque année à travers 14 écoles. Un certain nombre sont très connus et au niveau mondial. Ferrandi, les Gobelins, HEC, le SCP, nous co-gérons avec l'Institut catholique l'ESSEC et bien d'autres écoles. Et puis nous avons une action extrêmement forte puisque nous sommes co-actionnaires de Viparis, tous les lieux d'accueil pour les événements, et puis de Comexposium, troisième, quatrième opérateur mondial, organisateur de salons et de congrès, et c'est extrêmement important. Voilà, c'est ça la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, avec des élus, bénévoles, chefs d'entreprise, dirigeants et des collaborateurs qui œuvrent ensemble. Ça va depuis le soutien aux commerçants pendant les Gilets jaunes, les inondations en Île-de-France ou en Seine-et-Marne. Ensuite, vous avez également les grandes grèves, et puis le Covid, bien évidemment. Nous sommes toujours là. Les chambres de commerce en France, c'est le premier réseau d'accompagnement de l'économie réelle, véritablement, de proximité. C'est un maillage extrêmement important et c'est le contact que nous avons, c'est la raison pour laquelle le gouvernement nous fait confiance. Alors on parle beaucoup de création d'entreprises, c'est ce qui prend d'ailleurs la lumière dans les discussions généralement, mais il y a un sujet qui est un peu le parent pauvre, c'est la transmission. Je vous propose maintenant qu'on se concentre sur ce point. En 2023, Dominique Restineau, environ 50 000 entreprises ont été transmises en France, soit seulement 27% des 185 000 entreprises potentiellement transmissibles chaque année. En fait, c'est une hécatombe.
La France a gagné la bataille de l'entrepreneuriat avec la création d'entreprises. Ça, c'est fait. Il faut l'entretenir. Statut de l'auto-entrepreneur qui a aidé aussi. Oui, la micro-entreprise. Oui. L'enjeu, depuis quelques années, et c'est la raison pour laquelle le réseau des chambres de commerce se mobilise, et je me mobilise depuis plusieurs années sur l'action de la reprise et de la transmission d'entreprise, c'est capital, c'est essentiel. Vous disiez c'est très important, c'est essentiel pour le pays. Alors on va rentrer dans le détail. En 2003, et je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio, Michel Godet, économiste, publiait le livre Le choc de 2006. Vous m'entendez bien, le choc de 2006, dans lequel il présidait un cataclysme, et je le cite, à partir de 2006, tout va changer. D'abord le monde du travail. Cette année-là, les premières vagues issues du baby-boom atteindront la soixantaine et l'âge de la retraite. Ces départs massifs ne seront pas compensés. Bien sûr, il parle évidemment de la retraite, des pensions, du temps au travail, mais aussi des entreprises et leurs difficultés à trouver des repreneurs. Sur presque 300 pages, Dominique Crestino, il explique de façon très détaillée, et c'était il y a 22 ans. On savait tout qu'ont fait les pouvoirs publics pour anticiper ce crash programmé. Alors je vous le dis, il a fallu du temps pour d'abord s'occuper de la création d'entreprise. Il est temps effectivement de devenir une génération de repreneurs. La génération reprise d'entreprise est véritablement aux portes. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement ce qui commence à se faire aujourd'hui au niveau du gouvernement. Les ministres successifs, Olivia Grégoire, aujourd'hui Madame Louwagie, sont vraiment tendus sur ce sujet-là parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, la difficulté en même temps, c'est qu'il y a deux marchés dans la reprise d'entreprise. Le marché caché, c'est le marché qui de gré à gré, qui se vend de gré à gré. Et là, ce sont des entreprises de taille suffisamment importante avec un écosystème et un business autour de cela. Sauf qu'en France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés et je dirais que c'est le problème, très probablement d'ailleurs. C'est un sujet. Après, c'est comment il faut le contourner, puisque vous avez des entreprises qui ont une activité économique et qui ont parfois pas de salariés, mais il y a de l'activité économique. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir aller chercher ce type d'entreprise qui existe. C'est du pouvoir économique, c'est du développement économique. Et en plus de cela, c'est du lien social. Et ça, c'est important. On estime, Dominique Crestino, qu'il y a 700 000 entreprises qui seront à reprendre d'ici 10 ans, rien qu'en Ile-de-France, et 100 000 emplois qui pourraient disparaître faute de repreneurs. Là aussi, on peut parler de crash, objectivement. C'est les chiffres qui sortent toujours parce qu'on prend l'âge du capitaine, l'âge du cédant, par exemple, 55 ans. Alors aujourd'hui, c'est un quart des chefs d'entreprise au niveau national, un quart des chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans. Je crois que c'est 11% qui ont plus de 66%. Et c'est là où il faut prendre le temps de pouvoir préparer la cession des entreprises. Si je complète votre réponse, si vous m'y autorisez, ça veut dire qu'il y a plus de 2 entreprises sur 3 qui n'ont pas de successeur non plus. Ah, aujourd'hui, oui. Et c'est pour ça que c'est un enjeu, et un enjeu crucial pour notre pays. Alors, pourquoi le chef d'entreprise n'anticipe pas la transmission? Parce que c'est une question aussi qu'on peut se poser. Il n'y a pas que le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi le capitaine d'entreprise qui devrait anticiper. C'est tabou? Non, je ne pense pas que ce soit tabou. En tout cas, ça l'est beaucoup moins qu'auparavant. Maintenant, le chef d'entreprise, vous savez, il est la tête dans le guidon. Et il se dit, je sais que je dois y penser, mais. Et donc, il y a les commandes, il y a les activités, il y a la vente de ses produits ou de ses services, et il est focalisé là-dessus. Il faut pouvoir prendre du temps pour préparer la cession de son entreprise. Et la préparer, c'est mettre tout en ordre de bataille. C'est aller regarder si, au sein de son entreprise, il n'y a pas des gens qui pourraient la reprendre. Si, ensuite, dans la famille, la reprise familiale, où nous avons une faiblesse en France, quand je prends par exemple l'Italie, le Québec, où là vous avez 50% des reprises qui se font au niveau familial ou dans les entreprises. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important pour aller chercher celles et ceux qui connaissent l'entreprise et qui peuvent continuer à la faire perdurer, à la développer. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une problématique fiscale et normative? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un choc aussi dans ce domaine-là, pour simplifier? Je vais être très transparent puisque c'est un sujet... Voilà, nous sommes sur Sud Radio. D'accord. Je ne pense pas que ce soit un sujet fiscal. Nous avons une organisation fiscale suite à pour la transmission d'entreprise. Je crois que ça ne sert à rien de toucher à ça. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est en même temps... Il peut être normatif quand même, Dominique Crestino. Je ne pense pas. Après, dans les très très grandes entreprises, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les familles, les entreprises patrimoniales, les entreprises familiales puissent développer leur entreprise, et quand il y a de la reprise, qu'on ne se les fasse pas... pardonnez-moi du terme, piqué par l'international. C'est ça qui est important également. Moi, j'ai une ultime question pour vous. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une grande plateforme publique pour centraliser les offres de reprise et simplifier des démarches?
allons sur les solutions. Vous êtes un homme averti, Thomas Binet. Ça existe déjà. Vous avez Transentreprise, vous avez des sites spécifiques. Non, pardon, je vous interromps. Oui, vous êtes en train de m'égrener les différents. Moi, je vous parle de centralisation d'informations. Transentreprise, vous avez toute l'information, en même temps des chambres de métiers, des chambres de commerce, bien sûr, de BPI. Donc, il y a déjà une centralisation. L'enjeu, aujourd'hui, c'est de sensibiliser au point de vue psychologique, de faire comprendre. Vous me posiez la question, pourquoi il y a un blocage? Parce qu'également, le chef d'entreprise, lui, il a un cap à passer. Or, la transmission d'entreprise doit être considérée comme un acte normal de gestion. C'est la vie des entreprises et il faut la reprendre. Et la reprendre avec des jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a moins d'enjeux sur les plus petites entreprises, mais il y a du potentiel de développement. Avec les femmes, il y a moins de femmes qui reprennent des entreprises. Nous avons besoin d'elles. Et c'est dans cette image, c'est le psychologique qu'il faut travailler également aujourd'hui, ce qu'on appelle les personae. Et donc en réalité, c'est un recul, prendre de la hauteur, mais c'est tous ensemble avec, et nous avons un événement majeur en Ile-de-France en tout cas, et qui commence à Transfert. Transfert, c'est l'événement sur la transmission reprise d'entreprise que nous avons créé avec les experts comptables, avec les commissaires aux comptes, avec les notaires, avec les avocats. C'est l'ensemble de celles et ceux qui font la transmission, les chiffres, le droit et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et ailleurs en France pour le développer en tant que tiers de confiance, pour accompagner ces entrepreneurs, avec tous les services que nous apportons au sein de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Alors vous restez avec nous, on va parler de transparence dans un instant. Ça me va bien. Transition. Je vous remercie. Et puis je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Merci d'être venu dans Oser Entreprendre. Merci. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et comme je viens de vous l'indiquer, on va parler d'un sujet clé pour les entreprises, la transparence. Alors pourquoi est-il essentiel pour une société d'être transparente avec ses parties prenantes, qui sont les investisseurs, les employés ou les clients? C'est crucial parce que l'entreprise, grâce à ça, va construire sa confiance. Sans confiance, une société a peu de chances de réussir. Elle doit communiquer ouvertement pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que ce soit sur les difficultés, les succès ou les objectifs. Alors, tout le monde, peut-être, mais pas sûr. Et il faut être honnête et ouvert dans les informations partagées. Un exemple, une société peut organiser des réunions régulières avec ses employés pour leur parler des défis rencontrés, des succès obtenus, mais aussi des échecs. On observe que les jeunes générations se sont de plus en plus sensibles à ces points-là. Quant aux investisseurs, il est important de leur transmettre des rapports réguliers, même si les chiffres ne sont pas parfaits. Il vaut mieux être honnête dès le départ pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Allez, concrètement, si elle rencontre un retard, par exemple, dans la production, elle doit prévenir ses clients et leur expliquer la situation de manière claire. Cela peut être fait par une mise à jour sur les réseaux sociaux ou par un email. Les clients apprécient quand on leur dit la vérité, même si ce n'est pas agréable sur le moment. C'est ce qui permet de garder leur confiance à long terme et de toute manière, c'est préférable d'en prendre l'initiative avant que les réseaux sociaux ne s'en emparent. Allez, je vous retrouve dans un instant. On va parler de la valeur refuge par excellence, l'or. Merci et à tout de suite. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.